Siégeant en procédure de flagrance, la haute cour militaire dans sa chambre présidée par le général de brigade, magistrat Kalala Kapouk Martin, a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national Edouard Mwanga Chuchu Izi, élu du Nord Kivu et président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire qui l'a amené en cette procédure précitée, s'est fait le devoir, conformément à la loi, de présenter à la haute cour militaire les faits reprochés aux prévenus. On retiendra de l'organe poursuivant que le prévenu député national Mwanga Chuchu Edouard a été interpellé et arrêté par les services des renseignements le 1er mars 2023 après une perquisition faite en sa résidence de la Gombe à Kinshasa en présence de son épouse Umubera Mukabaranga Mwanga Chuchu. Plusieurs effets, tant militaires que autres, ont été découverts par les 10 services des renseignements. Parmi ces effets, on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9 mm de GP, une gaine de revolvers GP, 2 matraques électriques, des ordinateurs portables, 11 clés USB, des cassettes audio et cassettes d'enregistrement, plusieurs téléphones, des caméras Sony HD et Canon, des dictaphones, un coffre-fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services des renseignements à partir du Nord Kivu. Les effets ci-haut énumérés sont constitutifs des infractions de trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, a dit le ministère public. Au cours de cette audience introductive, la haute cour militaire a reçu les serments de 3 nouveaux juges assesseurs dans la composition et a procédé à l'identification du prévenu Mwanga Chuchu Edouard. Ce dernier est natif de Bichoucha. Info 243 au cœur de l'actualité. Face à cette agression brutale et injustifiée perpétrée par une véritable association de malfaiteurs, à la tête de laquelle se trouve le président rwandais. Mais au lieu de cela, nous entendons des voix s'élever ci et là pour décrier notamment son dernier voyage à Genève, en Suisse, avec les habituels sarcasmes railleurs dans lesquels beaucoup d'analystes et des acteurs politiques sont passés maîtres dans notre pays. On questionne l'opportunité de ces multiples déplacements du président à l'étranger, alors que le pays est en guerre. J'ai personnellement regardé avec beaucoup de surprise des images vidéo postées sur un site des réseaux sociaux avec des commentaires selon lesquels le président serait allé en Suisse, je pense que vous l'avez vu, pour assister à un mariage que l'on présentait comme s'étant déroulé en Suisse. En réalité, l'événement, puisqu'il a eu lieu à Kinshasa, puisque moi-même j'y avais été convié. Il s'agissait du mariage de la fille d'un des collaborateurs du président, en l'espèce le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui mariait sa fille. Et le président de la République, avant de prendre l'avion pour la Suisse, avait tenu à aller à l'hôtel Fleuve Congo pour honorer le président Mbosso et sa fille qui se mariaient. C'est un comble de mauvaise foi. De telles attitudes inconséquentes peuvent être multipliées à l'infini. Ils font le lit de notre agresseur. Lorsqu'un pays est attaqué, et qu'au lieu de se souder derrière le commandant suprême des forces, les gens se mettent à chercher à le ridiculiser, c'est du pain béni pour l'agresseur. Parce qu'il compte en plus sur l'indifférence d'une communauté internationale recroquevillée dans des vœux pieux, des déclamations rituelles et vagues, des rudiments du droit international humanitaire. Aucune sanction, aucune condamnation de l'agression rwandaise. Et je voudrais ici, m'exprimant devant
la presse nationale dire que l'un des axes principaux de cette agression rwandaise à l'est du Congo depuis près de 3 décennies est sémantique, c'est-à-dire relatif au sens et à la signification que l'on donne aux mots. Il ne faut donc pas tenir rigueur au président Tshisekedi d'accorder aux mots l'importance ainsi qu'il l'a démontré en prenant part lui-même à cette 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a eu lieu à Genève en Suisse, parce que sa présence à la tête de la délégation de la République démocratique du Congo à ce forum a donné une forte redondance, un grand retentissement à la voix des Congolais qui font les frais depuis 1996 des agressions du Rwanda. Nous savons tous que les morts causées par ces agressions récurrentes se comptent en millions d'hommes, de femmes, d'enfants inoffensifs. Nous savons qu'à cela s'ajoutent d'autres crimes contre l'humanité. Viol, recrutement d'enfants dans des groupes armés, destruction de l'écosystème environnemental, déplacement forcé des populations chassées de leurs terres et errant comme des réfugiés ou des apatrides à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger. Il revient en premier lieu au chef de l'État le devoir d'exiger justice pour tant de crimes impunis contre son peuple. Et lorsque M. Tshisekedi déclare lundi devant ce forum des Nations Unies de Genève qu'il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles de tout temps dans le monde les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême, lorsqu'il dit qu'on ne peut pas défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Congo en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ces populations par des groupes armés terroristes, il place à juste titre la communauté internationale dont le silence vis-à-vis de ces crimes frise la négation du plus fondamental de nos droits, le droit à la vie, devant ses responsabilités dans la perpétuation de ces souffrances humainement inacceptables que la principauté militaire en place à Kigali impose au peuple de la région des Grands Lacs. À mon avis, de pareilles polémiques révèlent l'effervescence du front intérieur dans cette guerre qui est faite à la République démocratique du Congo. Un front dont les objectifs sont l'affaiblissement moral et, à terme, l'effondrement du Congo à partir de l'intérieur même de ses frontières. L'agresseur rwandais et ses alliés tentent ainsi de subjuguer la conscience des Congolais avec des idées saugrenues, comme celle selon laquelle, pendant une agression, le président de la République doit se limiter à exercer exclusivement ses attributions de chef suprême des forces armées. Il ne doit plus gérer le pays, il doit simplement s'occuper de commander l'armée. Une autre idée, ce serait qu'il ne devrait pas voyager. Il doit s'isoler dans un bunker à l'intérieur des frontières nationales, sans communiquer avec qui que ce soit. Alors que nous voyons un pays comme l'Ukraine en but à une attaque de la deuxième puissance militaire mondiale qu'est la Russie, le président Volodymyr Zelensky ne cesse de sortir de son pays pour porter la voix de son peuple à travers les 4 continents, les 5 continents.
Pour ma part, vu ce qui précède, j'estime que le président Tshisekedi a correctement cerné les contours de la situation qui embrase son pays, dont nous savons tous qu'ils plongent leurs racines dans certains milieux financiers occidentaux, auxquels le régime de Kagame ne sert que de courtier. Le dessein de l'agresseur est de mettre sous coupe réglée les richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Ce projet ne date pas d'hier, vous le savez, car il avait déjà éclos dans l'esprit des plénipotentiaires représentant les parties prenantes à la conférence de Berlin sur le bassin du Congo de 1885, lorsqu'ils décidèrent de considérer notre pays comme un no man's land, une res nullius, une terre de personnes, peuplée de sous-hommes, dont ils avaient le droit de se partager les immenses richesses, une colonie internationale, ouverte à l'exploitation de tous et régentée par le roi des Belges, Léopold II, dont on a l'impression que Paul Kagame veut prendre la succession aujourd'hui. Il n'y a rien de présent qui ne plonge ses souches dans le passé. Les Congolais doivent en prendre conscience. Ils ne doivent plus tolérer cette vision déshumanisante de leur pays.